Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Bonjour, bon matin. Ça, vous êtes tranquille? Vous êtes comme en introspection? Non, je suis en train d'essayer de me calmer. Oh! Non, je viens de faire une commission avec un débat avec Robert Pilote. Et, à Trois-Rivières? Oui, à Trois-Rivières, sur le centre, au 106.9. Et j'ai encore été poigné pour défendre Donald Trump. Et Robert m'accuse de l'aimer. Non, c'est pas une question d'émotion. C'est une question que tout le monde l'attaque. Mais mettez-nous dans le contexte parce qu'on l'a pas entendu. Non. Là, bon, écoute, tout ce qu'il dit se retourne contre lui. Okay. Il a simplement à écrire quelque chose. Okay. Puis là, ça part, monsieur. Puis là, il accuse les médias. Puis papa. Hey, calmez-vous, là. Et lorsqu'on a besoin d'un homme pour régler un problème, ben là, tout le monde se tourne vers qui? Le problème de la Corée du Nord, qui établit un rapport de force avec la Chine pour dire à notre cher ami, là, Kim Jong-un, tiens-toi tranquille, là, arrête de faire des vagues, d'écœurer tout le monde. Hein? Moi, je vais vous laisser aller. Je suis pas pour vous pomper encore. Non, OK. Non, correct, là. Ça va bien notre affaire. On continue. Donc, ce matin... tout d'abord, je vais en parler parce que hier, et ça concerne les gens de Québec, là, parce que vous savez que nous, on est diffusés sur le réseau, mais il y avait le FM 93 qui organisait un concours avec des auditeurs pour aller souper au restaurant Le Parmesan hier. On avait des gagnants qui étaient là et très belle soirée, on était très bien reçus. Merci beaucoup à Luigi, qui est un de nos auditeurs d'ailleurs. C'était extraordinaire comme repas. Ouais. Et tout au long de la discussion, à un moment donné, il y a un auditeur, Dominique, qui vous a interpellé. Il dit, Doc, j'aime ça. Il dit, quand vous parlez de le mensonge à soi-même. Puis il l'amenait, puis c'est comme s'il réfléchissait en même temps, puis qu'il était comme en réflexion par rapport à ça. Puis il est même allé jusqu'à dire, je pense que tout le monde se ment à soi-même. Et là, vous avez fait votre phrase célèbre à des degrés différents. Ça me ferait quand vous dites ça, mais c'est vrai quand même. Tu sais, c'est du cas par cas, effectivement. Bref, et là, je me suis dit, je pense que de plus en plus, les gens réalisent ce fait-là. Donc, la question aujourd'hui, c'est quel est le plus gros mensonge à vous-même que vous vous êtes raconté? J'ai quand même une crainte, mais je me rassure moi-même. Je vous explique. C'est que je pense qu'un sujet comme ça, il faut quasiment avoir été en psychanalyse là, pour être capable de le déterminer, puis vraiment de le voir et de l'admettre aussi. Mais en même temps, depuis le nombre d'années que vous en parlez, même avant qu'on soit ensemble, comme couple d'animateurs, je pense que les gens l'ont fait la réflexion. Les auditeurs assidus, là, ceux qui vous suivent, quand vous en parlez, doivent se dire, moi, je m'en raconte-tu des mensonges à moi-même? Alors, ce matin, ceux qui sont des nouveaux auditeurs, on va vous faire travailler un peu, amener cette réflexion-là. Puis pour les autres, ça serait vraiment intéressant de voir, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous êtes rendu compte du mensonge que vous vous êtes raconté. Ça peut être très large. Ça peut être aussi... Moi, ce matin, pendant qu'on en discutait, on parlait beaucoup, puis ça, c'est quelque chose que vous amenez régulièrement. On est souvent porté à protéger quelqu'un. Souvent, le quelqu'un, c'est notre mère ou notre père. Se protéger soi-même aussi. Mais il y en a qui se trouvent des défaites aussi. Ça rentre-tu dans cette catégorie-là? Oui. Tu sais, je le grossis, là. Oui. Moi, je suis pas fonctionnelle, je me suis enfargée dans une roche au secondaire. Le monde on rit de moi, fait que depuis ce temps-là, ça m'a bloqué. T'as peu, là. Tu sais, il y a peut-être plus que ça, là. Tu sais, on se trouve des défaites. Encore là, mais là, c'est pour se protéger soi-même. C'est ça. Des défaites, des prétextes qui ne tiennent pas compte de la réalité de l'époque. Alors, le mensonge à soi, c'est un petit peu compliqué pour la raison suivante. C'est un mécanisme psychique qui opère à l'insu de l'adulte. Le mensonge à soi, c'est une histoire que quelqu'un se raconte qui est pas vraie, mais qu'il croit vrai. C'est pour ça que je l'appelle mensonge à soi. Parce que c'est pas directement un mensonge. C'est une fabulation. Le vrai mot, c'est fabuler.
se raconter une histoire à soi-même qui est pas vraie, à son insu. Se mettre une carapace aussi. Mais ça, quand tu te mets une carapace, tu le sais, c'est que tu te protèges des autres, par contre. Oui, c'est pas directement une carapace. Ouais. Mais ça te protège. Alors, il y a énormément de monde qui vont à eux-mêmes se confectionner une histoire mentale qui camoufle une partie importante de réalité du passé. Ça a toujours un lien avec le passé. Oui, nécessairement. Un processus de fabulation, c'est nécessairement en lien avec le passé, c'est pas en lien avec le présent. Est-ce qu'on peut avoir de l'aide pour se raconter des mensonges? Attends un petit peu, va pas trop vite. Si c'est dans le présent, à ce moment-là, on appelle ça le déni. Phénomène de négation ou déni. Un autre mécanisme de défense inconscient. OK. Qu'on utilise pour se protéger d'une réalité qui est angoissante. Qui est présente. OK, le passé, c'est une fabulation. Puis, mais ça, si, la ligne est mince, hein? Entre le déni, le mensonge à soi-même. Puis le déni, c'est je ne veux pas voir ce que je vois. Tandis que la fabulation, c'est une histoire que je me raconte pour ne pas voir ce qui fut. Quand je disais, ça se peut-tu qu'on ait de l'aide pour s'être raconter des histoires? Ça se peut-tu des enfants qui se font dire toute leur jeunesse, hein? Ou qui l'entendent dire par leurs parents. Hey, mon enfant, là, il est bon à l'école, ça n'a pas de bon sens. Mais je passe tellement de temps avec lui. Je passe tellement de temps, il fait faire ses leçons, ses devoirs, que, regarde, c'est ça, on fait toute qu'une équipe, puis il est bon, c'est grâce à moi. Je racontais, parce que j'expliquais le sujet dans l'émission du matin, puis j'ai dit que moi, là, ma mère a eu beau, là, s'asseoir avec moi pendant 1 heure, 2 heures par soir. J'aurais jamais été bonne en mathématiques. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que je pense que mais c'est d'autres difficiles, hein? Alors, à ta question. Fait qu'il y a du brainwashage, là, du lavage de cerveau, là. À ta question, est-ce que un être humain peut recevoir de l'aide pour se concocter des histoires, des mensonges à lui-même vraiment élaborés? Effectivement, il y a des aidants naturels sur cette voie. C'est bien dit. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'en rend compte à un moment donné? Ça prend-tu une épreuve? Ça prend-tu... Non, c'est la conscience de soi. Il y a seulement la voie de l'introspection. Non, les épreuves, non. Non, mais il arrive de quoi? Puis là, t'as pas le choix de te remettre en question. Puis... t'as pas le choix. T'as toujours le choix. La plupart du monde... Bon, je m'exprime pas bien, mais je veux dire, tu prends le temps, là. Non. Chaque être humain, chaque adulte a une capacité d'introspection, mais qui varie énormément d'une personne à l'autre. Allant de presque pas de capacité à se regarder à une grosse capacité de se regarder. C'est une aptitude naturelle, selon moi. Vous n'êtes pas obligé de me croire, non? Oui, OK. Mais je crois qu'on est avec une capacité d'introspection, puis on meurt avec. Mais il y a des gens qui veulent rien savoir, pas en tout, là. Presque pas en tout. Non, mais, je pense savoir pourquoi. Oui. C'est engageant. Tu sais, c'est à partir du moment où tu dis, OK, là, je regarde mes parents tels qu'ils sont, je me regarde tel que je suis, mes enfants. Ben, à partir du moment où tu décides d'aller dans ce chemin-là, ben, des fois, ça amène des répercussions. Hein. Oui, ça peut ce qu'on va trouver peut ne pas être beau. D'où les mécanismes de défense inconscients comme le déni, la fabulation, le déni dans le présent, par rapport au présent, ou par rapport à des événements passés, et la fabulation, qui est une élaboration, et auquel la personne croit fermement, là. Le mensonge à soi, la personne en est vraiment convaincue et va défendre jusqu'à son dernier souffle cette croyance, cette histoire fabriquée de toutes pièces qui est fausse. Fait qu'on va aller à la pause. Pensez-vous qu'on a des gens qui sont capables d'être capables là, de dire « Je me suis raconté un mensonge. Voici lequel. » Le pourcentage de la population capable de faire ça. J'ai aucune idée. Je dis ça là, gentiment. Là. Oui, c'est vraiment pas évident. Là. J'ai aucune idée. On va tester. Ça peut être la religion aussi qui peut t'avoir amené à... Tu sais, on parlait de... Là, je vais en forger, là, c'est moi qui vais le faire. Je vous évite celle-là. La religion qui fait du lavage de cerveau. Ben oui. Quelle qu'elle soit, là. Ben oui. 4e commandement.
Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. 4e commandement des 10 commandements de Dieu. C'est épouvantable. Il y a quelqu'un qui est allé sortir un leitmotiv, le 4e commandement, sans tenir compte du fait qu'il y a des parents qui sont méchants, il y a des parents qui sont cruels, il y a des parents qui sont criminels. Ça prend-tu un imbécile pour avoir... et un méconnaisseur de la nature humaine pour aller dire à tout le monde, père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Si le père ou la mère n'est pas honorable, tu fais quoi, idiot? Sais-tu? J'en reviens pas. On va aller à la pause. Je me croise les doigts. Et je pense que cette émission aujourd'hui, ça va être des gens qui ont eu une réflexion déjà, qui ont pris le temps de réfléchir, qui sont capables d'assumer. C'est quasiment du sport extrême aujourd'hui, je trouve. C'est du bungee. Du bungee psychologique. Alors, on va à la pause. Du bungee radiophonique. Oh, c'est bien dit. Quel mensonge vous êtes-vous raconté à vous-même? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. J'ai vraiment hâte d'entendre les gens. Et je pense aujourd'hui que ça va être une émission très aidante. Parce que d'entendre les gens, souvent, ça nous permet nous-mêmes de se positionner, de se poser des questions. C'est ça. Alors, quel est le plus grand mensonge que vous êtes raconté à vous-même? On va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Marie. Bonjour, Marie. Oui, bonjour à toute l'équipe. Oui, bonjour Marie. Oui, donc c'est ça. Je vous écoute puis je réalise là ce matin que je m'en suis compté un gros mensonge. Moi, ça fait déjà une vingtaine d'années de ça. Puis c'est maintenant que je réalise que c'est un mensonge. En fait, quand j'étais là au début de l'adolescence, j'ai vécu des agressions sexuelles là par quelqu'un proche de la famille. Ça a duré quelques années. Puis disons que plus tard, là, dans ma vie adulte, je me suis toujours dit, hey, je suis chanceuse, moi, j'ai pas de conséquences de ça, j'ai réussi à être bien malgré ça, puis comme si ça existait plus. Mais 20 ans plus tard, là, ça me rattrape, là. Donc, allez-y, continuez, vous faites bien ça. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous rattrape et de quelle façon? Continuez, vous faites... OK. Je pense qu'un premier déclencheur a été que ma fille à moi a vécu également des agressions différentes, mais des agressions quand même d'ordre sexuel par un jeune. Puis, on dirait qu'à ce moment-là, j'étais hors de moi, puis peut-être que ma réaction était assez forte. Moi, dans le fond, quand j'avais vécu ces agressions-là, j'ai pas eu d'aide psychologique, tout ça, parce que dans ma famille, c'est pas ça qui était, disons, prôné, là. Marie, oui? une seule question sur les agressions sexuelles que vous avez vécues à l'adolescence. Oui. Vous avez dit de la part d'un proche. Quel était le lien de parenté du proche? Dans le fond, c'était un conjoint, là, d'une cousine. Conjoint d'une cousine. OK. Oui. OK. Fait que c'est ça. Moi, j'avais pas eu d'aide psychologique, mais quand ma fille a vécu ça, pour moi, c'était clair qu'elle allait avoir de l'aide. Mais là, quand je suis venue pour composer le numéro pour un psychologue, là, je sais pas pourquoi, mais j'avais de la difficulté à composer. Je me trompais de numéro, j'en oubliais un. Ça a été comme à plusieurs reprises jusqu'à temps que je puisse composer. Puis là, je me suis rendu compte, là, j'avais les dents qui claquaient. On dirait que je revivais finalement un stress que ça m'avait provoqué par le passé. Et puis, on va en parler du stress. Oui, allez. Dans l'agression sexuelle que vous avez vécue, il y avait d'abord, vous aviez quel âge, il avait quel âge, et quel a été le pire facteur de stress dans l'agression? Ça a commencé, j'avais environ 12 à 13 ans. Oui. Et puis, ça a cessé, j'avais, je pense, presque 16 ans, ou environ 16 ans. Oui. Le pire facteur de stress, probablement que c'était de ne pas être capable de dénoncer, de ne pas être capable de crier. J'aurais aimé être capable de
Tu sais, même la nuit, là, disons, parce que des fois, il couchait à la maison, là, puis la nuit, des fois, il ouvrait ma porte de chambre, puis il venait faire des agressions, là. Mais j'étais comme un bloc de ciment, moi, complètement... donc, je retenais mon souffle, même. Je faisais comme si je dormais, là, mais très, très, très rigide. Et puis, je pense que j'aurais aimé être capable de crier, mais j'étais figée. Non. Marie? Oui. Vous avez mentionné un des plus gros facteurs de stress que vous ne pouviez pas dénoncer. Vous ne pouviez pas dénoncer le comportement de cet homme-là auprès de qui? Je n'étais pas capable de dénoncer ça auprès de, disons, mes parents ou d'une personne adulte qui aurait pu... Auprès de qui? Mes parents, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quel était le prénom de mes parents? Le prénom de mes parents? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mes parents. C'est une création d'imaginaire. Alors, auprès de qui? Lequel de vos deux parents? OK, je comprends. Auprès de ma mère, disons. Bon, racontez. Comment se fait-il que vous n'avez pas pu dénoncer le comportement de cet homme-là qui se passait dans votre maison auprès de votre mère? Racontez-nous ça. Ben, premièrement, je me sentais mal à l'aise de ça. Je me souviens que j'avais beaucoup de honte par rapport à ça. J'avais peur de pas être crue aussi. Puis disons que dans ces années-là, il y avait, c'était pas un milieu, disons, très sain là, pour un jeune là, que je peux dire, il y avait quand même. Peux-tu vous demander votre âge? Je m'excuse d'interrompre parce que vous avez une voix jeune. Oui. Quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. Ben, mon Dieu, de la façon, j'ai dit un mon Dieu en plus, mais de la façon que vous parlez, c'est comme si vous parliez de v'là 50 ans dans ce temps-là. Oui, ça fait 20 ans quand même. Là. Pour moi, c'est sûr que 20 ans sur 34 ans, c'est une bonne partie de ma vie, là. C'est très jeune, Marie. Oui. Oui, ben c'est ça. Alors, vous êtes contemporaine. Vous ne pouvez pas utiliser le vocable à l'époque. OK? Vous êtes contemporaine. On va augmenter votre facteur de stress. Oui. Alors, la peur de ne pas être crue par votre mère. Oui. Racontez-nous ça. Ben, je sais pas quoi dire de plus. En fait, c'était un milieu, là, disons qu'il y avait beaucoup de difficultés. Mes parents étaient séparés. Marie. Oui, mes parents n'existent pas. Marie. C'était quoi? Vous aviez peur de ne pas être crue de votre mère. Oui. Oui. Racontez. J'avais peur que lui, il dise c'est pas vrai. J'avais peur qu'il dise que c'est moi qui voulais ça. C'est ça. En fait, quand ça s'est su, ben, c'est ça aussi qu'il a fait, là, lui. Là. Il a dit que... exact. Quel âge avait-il lorsque vous aviez 12 ans? Lui, cet homme-là? Lui, il devait avoir environ 27 ans. Disons, fin vingtaine, début. Mais il avait pas encore 30 ans. Qu'est-ce que le conjoint de votre cousine faisait dans votre piole? Dans votre cabane? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, nous, on était une famille recomposée, puis ma cousine vivait chez nous. Elle avait sensiblement la même âge que lui, là, peut-être 2 ou 3 ans de moins. Puis, c'est ça. Donc, lui avait accès. Je me souviens que quand je finissais l'école, disons, si je voyais que sa voiture était là, je rentrais pas chez nous. Là, je faisais des détours dans le quartier pour l'éviter. Fait qu'en tout cas, je me rends compte, finalement, là, pour dire quelque chose par rapport à ça, que j'ai eu beaucoup de comportements d'évitement face à cette situation-là. Et je pense que c'est ça qui m'a mené à moi-même éviter de rajouter toutes ces émotions-là. Je pense que je me suis menti pour m'éviter puis là, vous êtes en train de vous en compter une bonne, là aussi, là. Oui. Oui, c'est pas ça du tout. Regardez, la cabane, là, qui était là? Lorsqu'à 12 ans, vos parents étaient séparés. Avec qui vous viviez? Oui, avec ma mère, mon père, mon frère. Vous viviez avec la bonne femme? Oui. À 12 ans, 13 ans, 14 ans? Un gars de 27 ans qui se livre à des attouchements sexuels? Oui. Votre mère, vous croyez que votre mère aurait pu croire le gars de 27 ans qui était rendu à 30 ans à ce moment-là,
Ben là, Madame Jules, Madame Jules, c'est la petite qui m'agace, c'est pas moi. Ouais. Vous pensez que votre mère était assez sotte pour réagir comme ça? Ben, je suis d'accord avec vous, là, dans le sens que là, je suis adulte, puis je suis plus distancée aussi de ces agressions-là. Oui, non, mais à l'époque. Va penser ça, ouais. Non. Oui. Non. Il y a des parents qui pensent ça. À l'époque, vous avez eu peur, puis ça s'est réalisé comme ça quand vous avez dénoncé. Vous aviez peur que votre mère reconnaisse que c'était vous qui étiez en train de séduire le casse de 27 ans. On dirait, oui. Puis, ben, je pense aussi que j'avais peur là, de me faire dire, disons, ben là, c'est pas si pire que ça. Deuxième volet. Ouais. Un, elle vous croit pas. Un, elle vous blâme. Hey, vous l'aviez, la bonne femme, vous? Un, elle vous blâme. Deux, elle minimise. Oh, c'est ça que j'avais peur, effectivement. Ouais. Quand ça s'est su, en fait, c'est mon frère à qui j'en ai parlé. Oui. Il y avait eu un événement, là, puis j'étais très, très craintée. Puis lui, il se posait des questions, il m'avait plutôt accosté, là, puis j'ai fini par lui dire. Puis finalement, quand ça s'est su, là, lui, cet homme-là, il avait plus le droit de venir chez nous, disons, là. Mais il n'y a rien eu d'autre, de fait, là. Dans le fond, il avait plus le droit de venir, mais ça s'est arrêté là. T'sais, on va pas chercher de troubles. C'était des gens de penser comme ça. Là. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, 20 ans plus tard, là, je dirais pas dans ce temps-là, vous me l'avez dit, mais quelques années plus tard, disons que j'ai des difficultés par rapport à ça. Il y a eu des événements qui se sont passés là, dans les mois précédents. Puis, ça m'a, ravivé cette émotion-là. Première étape, et ce que vous démontrez très bien ce matin, c'est de continuer à vous mentir à vous-même concernant votre génitrice est une erreur flagrante. La voir telle comme elle a été. Oui, c'est difficile à faire, hein? C'est difficile à faire. On dirait que ça vient avec un sentiment de culpabilité, je trouve. Écoutez, depuis quand qu'on ose remettre en question la bonne femme? Mm-hmm. Mais c'est spécial. J'en profite juste pour le remettre là, en exemple. Tu sais, c'est sa mère qui a eu, entre guillemets, un manque. Puis elle, de regarder sa mère comme elle est, elle a dit que ça lui amenait un sentiment de culpabilité. C'est spécial, hein, Marie? Pourtant, c'est votre mère qui est en faute. Mais c'est vous qui avez la culpabilité. Bon. Maintenant, pour répondre, quelle aide, attendez un peu, Oui. Je vous ai posé une question en introduction. Oui, mais dit les personnes qui se mentent à eux-mêmes, qui se fabulent une histoire, est-ce qu'ils ont reçu de l'aide de quelqu'un au préalable? Ah, dans mon cas, oui. Là. Alors, racontez-nous l'aide de la bonne femme qui vous a emmené à vous fabuler une histoire. Dans le fond, ça a été de dire, c'est lui, il vient plus chez nous, donc c'est fini, cette histoire-là. On n'en parle plus, là, je peux pas dire qu'elle a nommé ça, mais on pouvait comprendre, en tout cas, que c'était plutôt vers quoi ça tendait. Il y aura plus de problème, ça donne rien d'aller en chercher non plus. Donc, on parle pas, tu sais, c'est pas bien beau. Pourquoi qu'on va passer? En tout cas, ça a été tout ça. Donc, moi, c'est comme ça. Puis, avant l'âge de 12 ans, de 8 à 12, quel genre de discours vous tenait la bonne femme? C'était tout autre chose. Là, enfant, j'ai eu une belle enfance sans grande difficulté. Dans une famille où est-ce qu'on avait le droit d'être des enfants, là, dans le sens de faire des expériences, se tromper. Tout ça, c'était reconnu. Je me sentais bien dans cette période-là. Je peux te poser une question, Marie, mensonge à vous-même. Je vous crois pas du tout. Ça. Vas-y. Étiez-vous capable de vous confier à votre mère quand vous étiez jeune, avant ces événements-là? Quand j'étais enfant, oui, j'avais une relation... Marie, 8 à 12. On va cibler l'âge de 8 ans à 12 ans. Oui. Dans le fond, il n'y avait pas eu de séparation encore entre mes parents.
Ma mère avait été plus mère au foyer là durant, disons, jusqu'à l'âge de environ Marie, 10 je m'excuse ans, vraiment. On est pris dans le temps, mais là, je vais faire ma Oui. Doc Mayou. Vous répondez pas aux questions. Ah, OK. Est-ce que vous étiez le lien avec votre mère entre 8 et 12 ans? Est-ce qu'il était assez Oui. proche que vous étiez capable de vous confier à elle, de vous sentir en sécurité avec elle? Ben moi, je dirais que oui. Ben, ça marche Ah oui? pas. Ça marche pas. Ah oui? Alors, comment se fait-il? Expliquez-nous. Oui. Comment Oui. se fait-il qu'à 12 ans, quand il a commencé à se livrer à des attouchements, le gars de 27 ans, que vous Oui. en ayez pas parlé à votre mère? Oui, en fait, il y a eu la séparation de mes parents, il y a eu un déménagement, il y a eu le nouveau conjoint alcoolique et assez violent. Autrement dit, la bonne femme était occupée. On n'avait plus le droit, disons, on dirait qu'elle avait plus le droit de s'occuper de nous, là. Tu sais, elle pouvait pas venir elle dans avait, les et rencontres à l'école. qui lui interdisait de s'occuper de vous? Mon beau-père. Oh! Mais J'ai quel... déjà Et dit, José, c'est pas de l'affaire de la bonne femme! Non, mais ça C'est l'alcoolique! On va se quitter là-dessus. Mais Marie, sérieusement, bravo pour la première partie. Oui. L'année prochaine, vous nous rappellerez. Oui! Mais merci. Merci vraiment beaucoup d'avoir content. rappelé. Merci de vous prêter à l'exercice. Oui. Vous avez pas idée comme vous avez rendu service Ah oui. à des gens. Mais, Ben, tant mieux. mais c'est rare que je dise ça, mais réécoutez. Allez en podcast, Oui. réécoutez Oui. notre moment Oui. ensemble. Puis Oui. avec une oreille extérieure, des fois, on comprend des choses plus que quand on est vraiment dedans. Là. Ah, c'est un beau Oui. processus que vous Mais avez je enclenché. comprends bien votre point de vue, puis j'excuse pas tout ce qui a été fait. Hein. Je suis d'accord avec Tranquillement, Marie. Une bouchée à la fois. Merci, C'est Marie. très bien. Merci. On va à la pause. Suave. Ça part très bien, hein? Vraiment. Ben, écoute. Puis ça démontre tout, là. L'effort de regarder la vie comme elle a été réellement, mais la difficulté encore, là. Alors, on va à la pause. Quel est le plus grand mensonge que vous vous êtes raconté à vous-même? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis impressionnée jusqu'à maintenant. Je pensais que le sujet d'aujourd'hui allait être très difficile. Et il l'est. Mais il y a des gens qui sont rendus là dans leur vie peut-être aussi. Ça va faire une introspection. Quel est le plus gros mensonge que vous vous êtes raconté à vous-même? Il y en a par texto, il y en a qui écrit « Réveillez-vous, ça se peut pas se compter des mensonges à soi-même. » OK, c'est correct, il y a du chemin à faire. Parfait, C'est correct, continuez d'écouter. Continuez d'écouter. C'est bien correct. Ben oui, c'est une invention de Mayou, ça, le Ben mensonge. oui. Ben oui. La fabulation, écoutez, c'est dans tous les livres. C'est un mécanisme de défense inconscient reconnu dans tous les livres de psychologie depuis 60 Mais ans. le plus gros, celui qu'on entend régulièrement, je pense, c'est « Ah, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ils ont fait leur possible. » Ouais, ça, c'est plus au niveau de l'excuse. On n'est pas encore dans la fabulation. La fabulation vient. Alors, la fabulation commence lorsque l'individu, ben oui, mais moi, mes parents, ils m'ont frappé, mais ils ont fait de moi ce que je suis devenu. Ouais. Oh! Ah, ouais, ben oui! Petite claque aux fesses, ça ramène, ça met du plomb dans la tête. Et là, tu vois je te donne un exemple de fabulation grotesque qui passe d'une génération à l'autre. C'est pas pour rien qu'on parle de ça, là. Puis Le mensonge à soi, là, il va être transmis à la génération suivante. Puis hier au souper, là, ce que je trouvais intéressant quand vous avez amené aussi comme nuance, c'est que ça peut être autant des gens qui se racontent des mensonges à soi-même de par leurs échecs, qui veulent protéger quelqu'un, mais aussi par rapport à leur succès. Ben oui. Ben oui. Mais ça, Alors, ça vient du lavage de cerveau, ça, cette partie-là? Oui, c'est très subtil. Alors, il y a l'aide au devoir. L'attrape-nigo par excellence, c'est l'aide au devoir. Tout à fait justifié lorsque l'enfant est en première, deuxième année. À partir de la troisième année, là, ça commence à dépendre des enfants. L'aide au devoir. Et là, tu vois la bonne femme, qui est en mal de valorisation, s'attribuer le succès de sa progéniture, le succès académique de sa progéniture. Et ça va loin. Là, tu vois le hockey
qui amène son enfant, son garçon au hockey, et lui distribue de généreux conseils, s'attribuer le succès au hockey de son fils, futur prospect de la Ligue nationale. Tu me vois venir? Fait que l'enfant grandit en ayant l'impression que c'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est à cause... Ah, puis il lui répète à chaque samedi, puis 2 fois par semaine. Il lui lave le cerveau. Et Tipit grandit là-dedans avec un cerveau bien lavé, comme dans une secte. Tiens, secte. On va parler avec Anne maintenant. Bonjour, Anne. Bonjour. Bonjour, Anne. Oui, c'est drôle de parler de secte parce que, moi, je me suis toujours considérée comme une mauvaise personne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, là, peut-être que je me compte des menteries, mais bref, d'après moi, j'ai été élevée dans la religion. Faut être serviable envers les autres. Bref, vous voyez un peu le contexte. On allait souvent à l'église. Non, serviable envers les autres, ça, c'est... l'entraide, c'est une valeur fondamentale chez les athées aussi. Alors, serviable envers les autres, là... Ouais. Allez-y. C'était beaucoup dans l'optique fais pas de mal, sois tranquille, bonne petite religieuse, faut pas que je dise de mal, faut pas trop que je bouge. Oui. Bon, ça a été à peu près ça. Et puis j'étais un enfant turbulente. J'ai vécu, moi j'ai été un enfant tenu en laisse. Les fameuses laisses qu'il y avait, qu'il y a encore aussi, là. Parce que j'étais un enfant qui était curieuse, qui fuyait un peu partout. Bref, je me suis sentie réprimée dans ma jeunesse. Oui. J'ai pas été valorisée. Il y avait toujours la religion à travers tout ça. Et puis, ça m'a amené à pas m'apprécier, à pas vouloir m'épanouir. Inconsciemment, je crée du rejet. Oui. Toute relation intime est difficile pour moi, parce que j'ai l'impression d'être... pour moi, là, dans les relations intimes, il faut que je reste à ma place, que je déplace pas d'air, que je parle pas trop. Je sais pas si vous comprenez un peu. Et continuer au niveau de la jouissance? Au niveau de la jouissance c'est pareil. sexuelle. Dans ma jeunesse, j'étais un enfant avec beaucoup d'énergie et probablement avec une grosse libido, parce que... je me suis fait surprendre par mes parents à un moment donné à me masturber étant jeune, et puis ils m'ont emmené consulter. Anne, mes parents, ça n'existe pas. Non, c'est vrai. Mon père m'a surpris à me masturber. Non, à quel endroit étiez-vous? Racontez-nous ça. Dans ma chambre. Non. Puis comment il a fait? Votre porte à tout grand ouverte? C'était l'heure du souper. Non. Il venait me chercher pour souper. Oui. Et puis je me suis fait prendre les culottes baissées, comme on dit. Oui. Vous aviez quel âge quand il vous a pris les culottes baissées? Je devais avoir 5-6 ans. 5 ans. Oui, au moins. Racontez-nous ça. Là, c'est que, là, il était fâché. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas beau, tatati. Oui. J'ai eu droit à une claque ses fesses. Après ça, ça a été, il m'a remonté les culottes, qui m'amène à table du souper devant tout le monde, puis qui dit ça. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Le lendemain, je me suis attendez. Attendez, pas trop vite. Qu'est-ce qu'il a dit à tout le monde à la table? Je l'ai surpris en train de jouer avec le peteux. Bon, je l'ai surpris en train de jouer avec le peteux. Hop. Bon. Et là, qui était là à la table? Racontez. Ma mère, mon frère. Oui, votre frère avait quel âge à l'époque? Mon frère, il avait 7 ans de plus que moi. Là. Oui. Lui, il est parti à rire. Oui. Puis ma mère, elle s'est mis la main sur la bouche, puis avec des grands yeux. Elle s'est mis la main sur la bouche? Avec des grands yeux. Oui, mais je comprends pas la main sur la bouche avec des grands yeux. En voulant dire oh non, ou je sais pas, là, j'étais jeune, j'ai pas compris trop son geste. Non, nous autres non plus. Moi, je suis grand, puis je comprends pas son geste. En tout cas, continuez. En tout cas, elle a fait des gros yeux. Oui. Elle a rien dit, mais elle a fait des gros yeux. Et 2 jours après, je me ramassais chez le médecin. Ils étaient toutes les 3 en haut de moi, et puis là, il décrivait, ma fille, se masturbe, qu'est-ce qui se passe? Là, le médecin qui dit, elle a peut-être une infection. Bref, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Pardonnez mon rire, là. Vous savez quel âge? C'était tellement... Non, mais c'est franchement... Attendez, vous êtes d'une autre époque. Alors, quel âge avez-vous? 86. Oui.
n'est-ce pas? Non, 47. Ah, Ben oui, mais c'est ça, c'était religieux. Non. Mais le médecin, lui, le médecin n'était pas religieux, lui, là. Ben non, mais lui, il expliquait à mes parents que, bon, qu'est-ce qu'il en était, 4-5 ans, libido, période, sauf que là, il disait que probablement qu'elle a des... Tu sais, il me disait, probablement qu'elle a une infection, puis que c'est ça qui crée ça, tu sais. Je me sentais sale. Je sais pas si vous comprenez. Non, mais Anne, je capote. Il y a 40 ans, imaginez, il y a 40 ans, c'était en 1978, je débutais jeune psychiatre. Et je ne croyais pas qu'il y avait un médecin assez imbécile pour faire un lien entre la masturbation... Ils étaient tous les trois au-dessus de moi, là. Moi, j'avais les trois visages au-dessus de moi qui discutaient de moi comme j'étais reconnue coupable. Je me suis sentie... En tout cas... Ça a de quoi marquer, on va vous dire, là. Hein? Ça a de quoi marquer, là. Mais, oui, ça a de quoi marquer, parce que j'ai déjà appelé... Parlez-nous de votre père. Moi, écoute, je veux vous entendre sur votre père. Qu'est-ce qu'il faisait là avec le médecin et le père? Tous les trois, ma mère, mon père. L'infection? Non, mais allez chez le docteur les deux ensemble, là. Oui. Oh, ils étaient tous les deux ensemble. Ben oui, parce que la petite, voyons, José, la petite se masturbe. Puis là, le docteur dit, elle doit se frotter parce qu'elle a une infection qui, lui, chatouille. Oui, et voilà, ça a été ça le diagnostic. Fait que je me suis pas sentie propre par après, voyez-vous. J'aurais tout entendu. J'avais jamais entendu celle-là. Ouais, mais c'est pas facile à vivre. Attendez un peu. Donc, ça a des répercussions, là. Je suis pas quelqu'un qui est épanoui. Oui. Parlez-nous de votre géniteur. Moi, je le trouve. Mon géniteur, mon géniteur était présent. Moi, j'étais le petit tomboy. Je pense que mes parents avaient perdu... Non, mon père et ma mère avaient perdu un enfant avant moi, un petit gars. Et mon père m'a traité comme un petit gars. J'étais souvent avec lui faire des travaux, bricolage, Anne, du jardinage. Anne, mensonge à vous-même et honté. OK, je mens. Bon. Étiez-vous belle quand vous étiez enfant? Ben oui, j'étais mignonne. Oui, vous étiez mignonne. On va convenir de ça. Parce que ça avait été un petit garçon qui était en train de se jouer après son petit pénis. Là, ça aurait été merveilleux. Bon, voilà. Alors, vous n'avez pas été traité comme un tomboy. C'est une histoire que vous vous êtes racontée pour bien camoufler la convoitise sexuelle de votre géniteur. Peut-être, mais... Peut-être? On s'en parle dans un an. n'était pas présente dans tout ça. Alors, on fait attention aux mensonges à soi. Merci. Surtout pour protéger le géniteur. D'accord? OK. Merci beaucoup, Anne. Au revoir. Bye, Anne. Un grand pas de fête encore. La petite de 5-6 ans se masturbe parce qu'elle a une infection qui lui gratouille. 1978. Non, c'est ça. Si ça avait été à l'époque. 1930. Mais là, puis qui rentre dans le bureau du docteur avec elle, en plus, les deux. Ça me en dit beaucoup, ça. On analyse l'activité masturbatoire de la petite 5 ans. J'en reviens pas. On consulte un médecin, la petite se masturbe à 5 ans, on s'en va voir le docteur et là, on dit, portez un diagnostic médical qui expliquerait le fait qu'elle se caresse. Aïe, aïe, 1978. On va à la pause là-dessus. Au retour, nous allons parler avec Sophie qui nous appelle de la Beauce. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, c'est une émission qui brasse beaucoup de choses. Quel est le plus gros mensonge que vous vous êtes raconté à vous-même? On va aller au téléphone dans l'Outaouais. On va parler avec Joey. Bonjour. Allô, Joey? Allô? Oui, Joey. On vous écoute. Oui. Ben, dans le fond, moi, aujourd'hui, j'appelle, mon plus gros mensonge à moi, ça a été pas mal toute ma vie, jusqu'à l'âge de 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Dans le fond, moi, c'était par rapport à la dépendance affective. Je me suis toujours menti à moi-même là dans mes relations. Ça a toujours été un gros fléau parce que toutes mes relations terminaient de la même façon. Après une couple d'années, je me suis rendu compte que je pouvais pas vraiment mettre de l'amour par-dessus, je vais dire ça de même, là, mettre de l'amour par-dessus de la merde. Le terme est peut-être pas bon, mais c'est ça. Ça a été là, un gros problème dans toute ma vie.
Puis ça date depuis l'enfance. J'ai grandi avec mon géniteur, il était pas présent dans ma vie, et puis ma mère était alcoolique. Donc c'est ça, j'ai pas mal grandi par moi-même. J'ai développé là un manque de confiance en moi, puis je cherchais toujours de l'attention. J'avais un déficit d'attention aussi. C'est pas mal ça. Joey? Oui. Vous avez 26 ans. Oui, 27 maintenant. Oui. Et je vous écoute parler. Oui. Et vous nous avez à peu près rien dit. OK. De quoi? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Et vous avez dit que vous vous êtes raconté un gros mensonge à vous-même. C'est quoi le mensonge que vous vous êtes raconté? Dans le fond, que j'étais en amour sans vraiment l'être. Bon. OK. Alors, vous avez essayé de vous convaincre que vous étiez dans des relations amoureuses alors qu'il n'y avait aucun sentiment amoureux. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Exactement. Ah bon? Oh! Hey, on commence à jaser. Depuis quand vous êtes conscient de ça, que vous vous mentiez sur vos sentiments envers une femme? Ben, en fait, ça m'a pris plusieurs années que j'ai médité par rapport à ça. J'ai fait beaucoup de tours. J'ai passé beaucoup à tout ça. Puis après peut-être un an là que j'ai commencé. Ben là, je fréquente une fille. Dans le fond, on sort ensemble, ça fait un an, mais avant ça, j'avais réalisé comme quoi que mes relations, ils marchaient pas justement à cause que c'était moi le problème. Avant, je mettais le problème sur la faute des autres, mais... en plus. C'est intéressant. Ouais. Alors, et quelle était la faute des autres? Ben, dans le fond, à chaque petite affaire qu'il y avait, je me disais pas que c'était moi, je disais que c'était vraiment comme la faute de ma copine ou peu importe. C'était... Je sais pas si c'était comme un genre de système d'autodéfense ou peu importe. Je voulais pas mettre la faute sur moi pour pas me sentir mal, je sais pas, mais... Oui, OK, mais le phénomène de projection, oui. Oui. Puis, toutes mes relations ont fini d'une façon... on se parlait plus, rien. Soit je me faisais tromper, soit que... je sais pas, la fille, elle se sentait peut-être trop pris dans la relation parce que moi, dans le fond, je l'aimais pas. Fait que je faisais de la réflexion. Joey, depuis un an, là, vous en êtes où dans ce qui vous a amené à vous mentir à vous-même, à ce point? Présentement, je vous dirais que je m'en suis sorti. J'ai été voir des psychologues, tout ça. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas facile, mais je vois aussi que dans toutes mes autres relations, c'était zéro comme la relation que j'ai en ce moment avec ma copine. Joey, la question, c'était pas ça. OK. Alors, en quel honneur que vous avez développé des mécanismes comme vous venez de décrire? Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui vous a amené à toujours blâmer les autres, à vous mentir à vous-même? Oui. Je pense que justement, c'était la dépendance affective. C'est un gros mensonge à vous-même sur dépendance affective. Ça veut rien dire, ça existe. Écoutez, j'oserais pas dire que ça existe pas, puis tout près. Alors non, mais concrètement... Ou le manque d'attention, le manque d'affection. Là, on commence à jaser un peu plus. Le manque d'attention, le manque d'affection. Oui. Ouais, j'ai eu l'impression de manquer d'amour toute ma jeunesse, donc j'ai probablement cherché l'amour là. Non. Le manque d'amour toute ma jeunesse là, ça frise le mensonge ça aussi. Manque d'attention, manque d'affection. Là, on commence à parler en autant qu'on attribue ça à une ou des personnes. OK. Manque d'attention, manque d'affection de la part de qui? Ben, comme je disais au début, là, mon géniteur n'était pas présent dans ma vie. C'est votre géniteur qui vous a accouché, qui vous a allaité? Non, mais ma mère était alcoolique. Ben oui, puis?
Il y a des femmes alcooliques qui sont présente. très affectueuses. Ouais, non, elle était pas présente. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, elle était pas présente? Elle était où? Elle couchait sur le banc de neige? À peu près ça. Ouais, non, elle travaillait beaucoup. Elle travaillait de nuit. Donc, le jour, elle dormait. Non, ben là, ça marche pas, là. Vous savez, une mère alcoolique qui travaille de nuit, là, un instant, là. Oui. Elle travaillait, elle était alcoolique ou pas alcoolique? Oh, ouais. Ça marche pas, là. Oui, elle travaillait, puis quand elle finissait de travailler, ben elle s'achetait un six-pack ou deux avec une bouteille de vin ou deux, puis... oh boy! Moi, OK. Après le travail, elle buvait à tous les jours? Oh, ouais. Ah, OK. Mais elle était fonctionnelle. Elle travaillait de nuit comme quoi? Elle était croupière, dans le fond, elle travaillait pour le gouvernement. OK. Elle était croupière au casino. Et vous dites que... OK, on a compris ça. Le père, mais lui... Elle n'allait pas travailler saoule. C'est quand on a compris. Ben oui, elle aurait pas été capable d'être croupière. Elle n'aurait pas été suffisamment rapide. Elle aurait perdu sa job tout de suite. Bon, mais le géniteur, vous dites qu'il était pas présent. Il était où? Il dormait sur le banc de neige, lui-ci? J'ai aucune idée où est-ce qu'il était. Ma mère, elle avait la garde partagée, elle avait la garde pleine de moi. Puis mon père est parti, j'avais 2 ans. Oui, OK. Il est disparu. Ouais, il est disparu. Est-ce qu'il venait vous chercher de temps en temps ou totalement disparu? Il est venu me chercher une fois quand j'avais 7 ans. Une fois à 7 ans? Parce que ma mère, elle a essayé d'avoir la garde partagée, mais il m'a pris un week-end sur... attendez, j'ai pas compris. Je suis tout mêlé, là. Votre mère voulait que votre père vous prenne, c'est ça? En garde partagée? Ouais, c'est ça. Parce qu'elle, elle voulait pas... elle voulait que mon père soit présent, mais lui, il aimait mieux... il aimait mieux sur son bord. Non, attendez un peu. Elle voulait que... le mensonge à soi est sans limite dans votre cas. Ouais. Votre mère voulait se débarrasser de vous une semaine sur 2. Elle voulait pas... Aïe, Joey, on va se dire les vraies choses ce matin, là. Ouais. La bonne femme voulait se débarrasser de vous une semaine sur 2. Pourquoi qu'elle voulait se débarrasser de vous une semaine sur 2? J'ai aucune idée. Je veux dire, même qu'à un moment donné, on est allé voir... Attendez un peu. Est-ce que le bonhomme payait une pension alimentaire? Oui, il a payé une pension alimentaire dans sa vie, mais il a arrêté de payer quand j'avais 12 ans, si je ne me trompe pas. À ce moment-là, il payait une pension alimentaire. Ouais. Puis là, elle voulait vous envoyer chez lui une semaine sur 2. Ouais. Ouais. Vous l'avez la génétique parentale, vous? Ouais. Elle a essayé de m'amener dans un... pas un refuge, là, mais... maison d'accueil? Ouais, une maison d'accueil. On était allé... on avait passé une super belle journée. On était allé à Smith Falls, en Ontario, puis... à la fin de la journée, elle est allée me faire visiter la maison, puis elle m'a dit que j'allais habiter là. Puis, moi, j'avais 8 ans. Ouais, 8-9 ans. Mauvaise nouvelle, le matin, c'est pas tellement un manque d'affection ou un manque d'amour ou un manque d'attention dont vous avez souffert. C'est que la bonne femme essayait activement de se débarrasser de vous. À peu près, oui, c'est ça. Mais à peu près. À peu près. C'est exactement ça, dans le fond. Oui, ben là, à peu près. Il n'y a pas d'à peu près, là. Tu sais, le bonhomme, lui, il voulait rien savoir, ça c'est évident. Mais la bonne femme, pas plus. Ouais, non. Oh! Elle a quand même continué à prendre soin de moi, je veux dire. Oui. Quand elle était à jeun. Oui. Elle s'occupait de moi, mais quand elle était seule, je partais à la garderie, puis pas à la garderie, mais chez ma gardienne. Oui. Oh boy. Ouais. C'est rock'n'roll dans certaines familles. Hein? Oh là là. Ouais. Okay, c'est pas mal là que j'ai grandi. Et là, vous êtes rendu où? Qu'est-ce que vous faites actuellement, là? Je travaille 2 emplois. J'ai ma copine, j'habite seul depuis... Non, les 2 emplois en quoi? Ça m'intéresse. Je suis agent de sécurité. Oui. Puis, je fais de la livraison aussi là, de produits laitiers. Oui. De produits alimentaires, dans le fond. Là. Oui. Dans des dépanneurs ou dans des commerces? Dans des commerces. Dans des commerces? Ouais. Intéressant, Joey. On lâche pas. Oui. Bien parti. Merci beaucoup de votre appel, Joey. Pas de problème.
Moi, je suis certaine là, que si, après des appels comme ça, là, on faisait des séances de câlins, qu'il y aurait plein de monde qui serait prêt à le faire. Sauf que j'aurais envie de le prendre dans mes bras pour petit d'avoir vécu tout ça quand il était enfant. Hein, oui. C'est... Le bonhomme est disparu. Puis la bonne femme cherche par tous les moyens à s'en débarrasser. C'est pas tellement un manque d'affection, c'est un abandon. Joey, c'est un orphelin. Orphelin de père, puis orphelin de mère. La bonne femme essayait de le placer un peu partout dans le décor. Lâchez pas, Joey. Oui. On va à la pause. On revient pour notre dernière partie d'émission. Quel est le plus gros mensonge que vous vous êtes raconté à vous-même? Réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, notre thème d'émission, c'est le mensonge à soi-même. Quel est le mensonge, le plus gros mensonge que vous vous êtes raconté à vous-même? Je vais lire femme 37 ans par texto. Oui. Mon plus gros mensonge que j'ai fait à moi-même était que j'aimais toujours le père de mes enfants. Nous étions ensemble depuis 10 ans. Nous nous sommes mariés. Ça a duré 3 ans. Nous avons eu 2 enfants. Je ne l'aimais plus, mais je n'arrivais pas à le voir. Pour moi, à cause que nous étions mariés, que nous avions eu des enfants, c'était pour le meilleur et pour le pire. Erreur. Multiples dépressions, j'étais malheureuse. Quand nous nous sommes séparés, je continuais à penser que je l'aimais alors que c'était la fin du monde, jusqu'à ce que je fasse la connaissance de mon conjoint que j'ai présentement. C'est drôle, mais je suis maintenant heureuse et je n'ai jamais eu de période dépressive. En passant, mon ex-conjoint était contrôlant et très manipulateur. Serait-il de mise de suggérer à l'auditrice de se demander comment se fait-il qu'elle avait fait 2 enfants avec cet homme-là? Contrôlant, manipulateur. C'est important à l'occasion d'aller plus loin. Comment se fait-il qu'elle a fait 2 enfants et qu'elle s'est menti à ce point à elle-même sur ce qu'elle ressentait pour ce gars-là? Ouais. Pour le bien des enfants, je crois que il serait de mise. Je crois qu'il serait de mise. Elle n'a que 37 ans. Les enfants sont pas encore tellement vieux. Vont entrer dans l'adolescence, jeunes adultes. Et la démarche d'introspection chez la mère permet de bonifier son comportement maternel dans bien des cas, permet d'être un bon exemple dans d'autres cas, permet d'être une meilleure accompagnatrice de ses enfants, adolescents et jeunes adultes. Ça répond un peu à la question d'un auditeur par texto qui dit « Pouvez-vous demander aux docs, ceux qui vivent dans le déni, dans le mensonge envers eux et leurs proches, qu'est-ce que ça leur donne et pourquoi ils font ça? Quelles sont les conséquences? » Ça vient de répondre à la question. Ouais. On va parler avec Isabelle qui nous appelle de Sorel. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Isabelle. Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, je pense que le plus gros mensonge, c'est que tout va être facile quand on est... que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Bon. Alors, que tout va être facile quand on va avoir des enfants, puis qu'on sait pas du tout ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on va pouvoir continuer une vie de couple ou l'autre personne, à un moment donné, bon, il y a des choses qui vont changer, tout ça. Puis quand on va si quelqu'un tombe seul, se débrouiller pour souvent c'est les femmes qui vont s'occuper de leurs enfants. Alors se débrouiller, puis un jour d'entendre quelqu'un à la radio qui humilie sans cesse les femmes, les mères. Doc Mayou, là, c'est épouvantable. Je suis même pas capable jamais de vous écouter, mais quand je tombe sur vous puis j'entends tout ça, je me dis, on se demande pourquoi les femmes veulent plus faire d'enfants. Ben, écoutez, c'est pas toujours facile d'être une mère, c'est pas toujours facile d'être une femme. Puis quand il faut composer puis faire le rôle de l'homme et de la femme, c'est vraiment dommage de se faire juger. Puis je vous ai déjà entendu peut-être il y a 1 an dire à un homme que sa mère était une ordure. C'est incroyable le manque de respect que vous avez. Puis José à côté, c'est pas tout à fait fort non plus de jamais prendre, mais d'acquiescer à tout ce que le doc dit. C'est incroyable. Puis ça me révolte, ça me choque très souvent. Puis quand j'en parle avec les autres, c'est un peu la même affaire. Je
je comprends pas pourquoi vous êtes à la radio pour dire toutes sortes d'âneries comme ça. Isabelle, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez entendu Joey tantôt? C'est lequel? C'est le dernier, c'est pas compliqué. C'est le dernier, là. Celui, on a eu Joey, sa mère là, qui faisait tout pour le donner, pour s'en débarrasser. L'avez-vous entendu? Oui. Quelle qualité vous lui donneriez à sa mère? Ben, peut-être que ça n'a pas été facile, puis peut-être que de se faire juger comme ça par vous aujourd'hui, qui savez 5 minutes de sa vie à cette femme-là, puis de dire que c'était épouvantable. Peut-être aussi qu'elle n'en pouvait plus, puis peut-être qu'à place de penser au suicide ou de tuer son enfant, elle s'est dit, je suis mieux d'aller le porter parce que là, j'ai plus la capacité de remplir mon rôle parce que je le remplis à 100%, puis j'avais prévu, moi, au départ, de remplir à 50%. Peut-être que là, c'est trop pour moi, puis je pense qu'il est mieux chez quelqu'un d'autre qu'avec moi parce que je le vois que je suis pas à la hauteur. C'est peut-être ça qu'elle s'est dit, cette femme-là. Puis aujourd'hui, de se faire juger comme ça, puis peut-être qu'elle essaie de s'en sortir, cette femme-là, puis de faire les liens avec son fils, puis de reprendre les liens parce que ça peut être facile, puis d'entendre Doc Mayou dire ça, puis son fils qui va la regarder comme ça, puis dire c'est vraiment comme l'autre fois Doc avait dit, c'est un homme, votre mère c'est une ordure, parce que sa mère, elle lui avait montré les bonnes valeurs, puis de pas tromper sa femme, de la respecter. Je trouve ça épouvantable. Je me dis, mais quel droit qu'on a de juger comme ça en 5 minutes, puis d'aller dire à quelqu'un, de penser que sa mère, maintenant, c'est une ordure ou une charogne, là. C'est épouvantable. Épouvantable. Est-ce que ça existe, des mères ordures et des mères charognes? D'après vous, est-ce que ça existe? C'est vous qui l'avez dit. Est-ce qu'on peut rewinder que c'est vous-même qui avez dit ça? Vous avez dit, votre mère, c'est une ordure. Oui, Isabelle. Isabelle, on va rewinder juste à la question du doc. On n'a pas besoin de revenir à 3 semaines. Il vous a demandé, est-ce que ça existe une mère ordure au Québec? Une mère qui n'est pas capable de faire son rôle, peut-être qu'elle a voulu faire son rôle. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'elle a autour de elle. Qui est là pour l'aider? Est-ce que le père est encore là? Puis qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe autour de cette femme-là qui réussit pas? Oui. Vous avez eu votre 5 minutes. Oui. C'est le temps qu'on accorde aux gens, comme vous dites, et l'émission est terminée. Merci de votre appel. C'est ce qui complète notre émission. Dans 1 an, on fera peut-être un appel avec elle. Regardez les gens tels qu'ils sont. Est-ce que ça existe, des mères méchantes? Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Doc. Ouais, c'est bon. Merci à vous, les auditeurs, de votre confiance. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.